Paul Durand-Ruel a été l'une des figures les plus marquantes dans l'histoire de l'art, tant par son talent pour découvrir de jeunes artistes que pour la manière dont il a redéfini le rôle de marchand de tableaux. Premier marchand des impressionnistes, il a consacré sa vie à défendre leurs œuvres, et ce malgré l'incompréhension du public et des institutions. Son salut viendra des quelques collectionneurs qui lui feront confiance et achèteront les œuvres. Parmi ces collectionneurs, d'éminents clients russes, dont les tableaux figurent aujourd'hui dans les plus beaux musées russes. Paul Durand-Ruel découvre le négoce à travers son père Jean Durand et Marie Ruel. Jean Durand est le principal employé d'une papeterie appartenant à Marie Ruel. Les deux jeunes gens tombent amoureux et s'épousent en 1825, et Jean décide d'étendre la sphère des objets vendus aux matériaux d'artistes. Il n'hésite pas à commencer à accumuler leurs œuvres et à prendre en échange de leurs œuvres leur vendre des fournitures. Ces peintres qui ont très peu de moyens sont alors ravis de pouvoir échanger leurs œuvres contre des fournitures et vont petit à petit revenir régulièrement dans le magasin de Jean Durand-Ruel, et Jean va commencer à leur exposer les œuvres. Jean décide d'étendre la sphère des objets vendus aux matériaux d'artistes et va ainsi vendre des toiles aux artistes en échange de leurs œuvres peintes. Ces artistes qui n'ont que peu de moyens sont heureux de pouvoir échanger leur travail contre du matériel. Ainsi, Durand-Ruel va commencer à exposer les aquarellistes anglais très à la mode à l'époque, tels que Bonington, ainsi que d'autres artistes peu connus alors, tels que Delacroix et Géricault. Son magasin va vite aussi devenir un point de rencontre pour les clients, et petit à petit, il va créer sa galerie. Ce qui est assez surprenant à l'époque, comme vous pouvez le voir sur l'étiquette de la galerie, c'est que non seulement Durand-Ruel vend des tableaux, mais il les loue. Les familles de la bourgeoisie et les aristocrates préfèrent louer des tableaux plutôt que de prendre le risque de les acheter, afin d'impressionner leurs invités d'un soir pour un dîner ou pour un événement. Et les jeunes filles de la bourgeoisie les louent également pour les copier et apprendre à peindre. C'est ainsi qu'il devient plus lucratif pour Paul Durand-Ruel et son père de louer les tableaux plutôt que de les vendre. Paul Durand-Ruel découvre donc les artistes et les clients par le biais de la galerie de son père, et la galerie de Jean Durand-Ruel va devenir assez grande. Il va publier un recueil en 1845, et dans ce recueil figure une gravure de Charles-François d'Aubigny qui illustre le salon principal de la galerie. On voit alors les tableaux accrochés les uns contre les autres du sol au plafond à la manière de l'époque. Parmi ces œuvres, il faut imaginer qu'il y a des tableaux des artistes de l'école de Barbizon, tels que Théodore Rousseau, Millet, Corot, parmi d'autres. Il y a également des sculptures de Barye posées sur la table au centre de la galerie, ainsi que sur la cheminée. Jean Durand-Ruel entraîne son fils dans cette aventure, mais c'est un peu à contre-cœur que Paul Durand-Ruel découvre le négoce. Il voit les difficultés de ses parents et est plutôt attiré par deux carrières, devenir missionnaire ou militaire. Et c'est lors de l'exposition universelle de 1855, quand Durand-Ruel découvre une salle entièrement dédiée aux œuvres de Delacroix, près de 35 tableaux dont des œuvres majeures telles que La mort de Sardanapale, qui est aujourd'hui au Louvre, que Paul Durand-Ruel tombe en admiration devant le travail de l'artiste et va ainsi découvrir sa vocation pour défendre les artistes en qui il croit. Dès l'année suivante, il va visiter les ateliers d'artistes et il va voyager en province, à Lyon, à Bordeaux, mais aussi en Europe. Il va aller en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, en Russie. Il a deux missions. Vendre les tableaux qu'il emmène avec lui sous le bras, mais aussi découvrir de nouveaux talents et surtout de nouveaux collectionneurs et acheteurs potentiels de ces jeunes artistes. Ainsi, en Russie, Durand-Ruel a déjà d'éminents clients russes, comme par exemple la princesse de Russie, Marie Nikolaïva, duchesse de Leuchtenberg, comtesse de Stroganov. Paul Durand-Ruel s'en rappelle dans ses mémoires, et il écrit que la duchesse est déjà une vieille cliente de la maison Durand-Ruel, lorsque Paul lui vend un très grand tableau de Ruisdael en 1869. Parmi ses clients figure également la comtesse Grégoire Koutchelev, dont le marchand organise la vente publique à Paris à l'hôtel Drouot en 1869. La comtesse Grégoire Koutchelev était la belle-sœur du prince Nicolas Koutchelev, qui était l'un des meilleurs clients du père de Paul Durand-Ruel, Jean Durand-Ruel, à qui il va vendre des œuvres de Troyon et de Théodore Rousseau. Revenons dans la chronologie des faits.
En 1862, Paul Durand-Ruel épouse Eva Lafont, fille d'un modeste horloger de Périgueux. Elle lui donnera 5 enfants: Joseph, Charles, Georges, Marie et Jeanne. Il faut savoir qu'à l'époque, le salon officiel fait foi sur les œuvres qui seront acceptées pour l'exposition offerte au public. Et elle est composée d'un jury qui est choisi et élu à vie de 40 membres qui ne peuvent être remplacés. Et le nombre d'œuvres refusées est tellement important que l'empereur Napoléon III décide d'offrir un salon aux artistes refusés afin qu'ils puissent exposer leurs œuvres et que le public puisse juger par lui-même. C'est ainsi que les futurs impressionnistes, et Manet en tête de file, vont exposer plus de 781 tableaux, dont le Déjeuner sur l'herbe de Manet, qui choque à l'époque de par la présence d'une femme nue assise au centre d'hommes habillés. Ce tableau, qui est incompréhensible à l'époque et la risée de tout Paris, sera parmi les tableaux que Paul Durand-Ruel va décider de vendre, d'exposer et de défendre envers et contre tout. En 1865, le père de Paul Durand-Ruel décède et Paul prend la suite et va décider d'instaurer sa politique de marchand sur quelques principes clés excessivement novateurs. Parmi ces principes figurent l'exclusivité du travail des artistes, des expositions monographiques, un réseau de galeries internationales, associer le monde de l'art à celui de la finance, promouvoir les artistes par le biais de la presse, mais aussi par le biais d'expositions internationales, proposer l'accès gratuit à son appartement et à ses galeries afin de pouvoir découvrir les tableaux qui y sont exposés, et protéger l'art avant toute chose. Le premier principe pour Paul Durand-Ruel qui est très important est qu'il souhaite être le seul à défendre les œuvres de ses artistes. Ainsi, il va leur offrir une somme mensuelle en échange de la production de leurs œuvres. Cet échange est fantastique pour les artistes qui n'ont que très peu de moyens et il va leur faire entièrement confiance. Aucun contrat ne sera signé, ce ne sont que des accords à l'amiable, seule une poignée de main suffit. Ainsi, il va leur verser une somme mensuelle et ne va pas hésiter à payer directement les fournisseurs ou même les docteurs des familles des artistes ou même les tailleurs pour permettre aux artistes de vraiment se concentrer sur la peinture et sur leur travail. Deuxième principe, qui est pour Paul une évidence, mais à l'époque beaucoup moins reconnue, il va organiser des expositions monographiques afin que les artistes puissent exposer différentes œuvres de leur production et que le public puisse apprécier le talent d'un artiste. À titre d'exemple, en 1883, il va organiser des expositions monographiques successives de Boudin, Monet, Renoir, Pissarro et Sisley, de février à juin. Je voulais en profiter également pour citer une exposition d'un artiste russe, un grand artiste qui a peint de nombreuses marines, l'artiste Ivan Aivazovsky, dont il expose en 1889 28 tableaux, dont ces merveilleuses marines, scènes tragiques ou théâtrales, dans lesquelles l'artiste excelle. Malheureusement, le succès de cette exposition ne sera pas au rendez-vous et aucune œuvre ne semble être vendue à cette occasion. Troisième principe, Durand-Ruel souhaite diffuser les œuvres des artistes qu'il défend par le biais d'un réseau de galeries internationales. Ainsi, il va ouvrir une galerie à Londres en 1870, à Bruxelles en 1871, puis à New York en 1888 et à Paris, sa galerie restera toujours ouverte de 1825 avec son père jusqu'en 1974 quand ses fils et petits-fils prendront la suite. Durand-Ruel va également promouvoir les impressionnistes en Allemagne par le biais de marchands tels que Paul et Bruno Cassirer, mais également par le biais du directeur et conservateur du musée de Berlin, Hugo von Tschudi, en qui il va avoir confiance et qui va le défendre et trouver des collectionneurs qui vont financer les achats pour que les tableaux finissent dans le musée. Ainsi, en 1897, Durand-Ruel lui envoie un magnifique tableau de Puvis-de-Chavannes, L'hiver, que vous voyez à l'écran. Ce tableau ne sera pas vendu au musée. Hugo von Tschudi va ne pas réussir à convaincre les collectionneurs. Et Durand-Ruel va en profiter pour l'envoyer en Russie. Il va écrire à Tschudi en ces termes:
Merci de confier le tableau à Diaghilev, qui sera à Berlin dans les prochains jours de la semaine prochaine. Diaghilev n'est autre que Serge de Diaghilev. Serge de Diaghilev, le critique d'art et l'impresario russe, qui va d'ailleurs créer les ballets russes en 1907. Ce tableau sera ainsi exposé en Russie et il écrit dans sa lettre « Le tableau de Puvis-Chavannes va partir à l'exposition internationale organisée à Saint-Pétersbourg par les amis de Madame la princesse Tenistchev en 1899. Malheureusement, ce tableau ne se vendra pas en Russie et se vendra 6 ans plus tard à un collectionneur français, Adrien Hébrard. Il est aujourd'hui en Australie, à Melbourne, dans le musée de la National Gallery de Victoria. Quatrième principe, Paul Durand-Ruel s'appuie financièrement sur la finance et va ainsi demander à ses amis et à certains grands financiers de lui accorder des avances qui vont lui permettre de financer des artistes et d'acheter leurs œuvres, malgré le fait qu'il n'arrive pas à vendre les tableaux. Cinquième principe, Paul promeut le travail des artistes par le biais de la presse et va créer 2 revues. La première qui est intitulée L'art et la curiosité, et la seconde qui est L'art dans les 2 mondes, quand Durand-Ruel veut promouvoir les œuvres aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Il est donc tout naturel qu'il demande à l'artiste américaine Mary Cassatt d'illustrer le premier numéro de L'art dans les 2 mondes. Mary Cassatt est une artiste américaine installée en France et elle va également lui présenter de grands collectionneurs américains tels que les Havenmeyer et plus tard, par la suite, les Ryerson, les Potter Palmer et d'autres grands clients qui vont être les premiers à acheter les œuvres des impressionnistes et qui par la suite vont, d'une manière indirecte, convaincre l'Europe de s'y intéresser. 6e principe, Durand-Ruel propose l'accès à sa galerie mais aussi à son appartement où les œuvres des artistes sont exposées telles que les œuvres de Renoir, de Monet, de Degas, de Boudin et par la suite des œuvres de Moret, d'Espagna et Loiseau viendront rejoindre ces collections. Vous voyez ici le salon de Paul Durand-Ruel sur lequel vous apercevez la danse à la ville de Renoir mais aussi de merveilleux tableaux de Cassatt, Puvis-Chavannes, Boudin et les merveilleux panneaux de porte décorés par Monet. C'est intéressant de penser que c'est vraisemblablement, suivant l'exemple de Paul Durand-Ruel qui ouvre les portes de son appartement, que plus tard Tchoukine, le grand collectionneur russe, ouvrira les portes de sa collection, de son palais dans les années 1900-1910, présentant ainsi les œuvres aux collectionneurs et aux artistes russes qui seront vraisemblablement influencés par cette peinture. Pour Paul Durand-Ruel, il faut protéger l'art avant tout, avant les croyances religieuses ou les idées politiques des artistes. Ainsi, Paul Durand-Ruel, qui est un fervent catholique et un monarchiste convaincu alors que la République s'installe en France, va défendre les artistes, quelles que soient leurs croyances religieuses ou leurs idées politiques. Il va défendre ainsi Monet, qui est républicain, Pissarro, qui est juif anarchiste, également Courbet, qui est arrêté au titre de communard, qui est accusé d'avoir renversé la colonne Vendôme. Et Durand-Ruel ne va pas hésiter à cacher en toute illégalité les œuvres de l'artiste afin qu'elles ne soient pas réquisitionnées par l'État français. Pour lui, l'art passe avant tout et il faut le préserver et le défendre. Ces principes d'exclusivité, d'exposition internationale et d'exposition individuelle monographique sont les bases du marché d'art contemporain et les bases des principes sur lesquels s'appuient les marchands de tableaux. La plupart de ces principes sont encore d'actualité aujourd'hui. Paul Durand-Ruel est le premier à les instaurer. Revenons dans la chronologie des faits. En 1870, Durand-Ruel ouvre une galerie à Londres et en 1871 à Bruxelles. Et c'est à Londres, un matin de janvier 1871, qu'il va rencontrer Monet. C'est l'artiste Charles-François d'Aubigny qui lui présente en lui disant « Cet artiste sera plus fort que nous tous ». Durand-Ruel est convaincu et va acheter les œuvres de Monet directement et les présenter à Londres dès 1872. C'est alors qu'il va également découvrir les œuvres de Pissarro. Pissarro passe à la galerie du marchand lorsque celui-ci n'est pas présent et va laisser quelques tableaux. Durand-Ruel va les admirer, les acheter et les défendre. Il va également promouvoir bien évidemment les artistes de l'école de Barbizon à Londres, mais n'hésitera pas à inclure les œuvres de Monet et de Pissarro aux côtés de Millet, Théodore Rousseau, Corot et tous les artistes de l'école de Barbizon. Il ne réussira pas à les vendre immédiatement,
mais les défendra, leur versera par la suite une somme mensuelle et ne connaîtra leur succès que 20 ans plus tard, après avoir frôlé 2 fois la crise financière, une première fois dans les années 1870 et une seconde fois dans les années 1884-85. Il est au bord de la faillite et ce ne sera que les financiers qui vont le soutenir ou alors des prêteurs qui vont lui accorder de l'argent en échange d'œuvres d'art, mais surtout sur la valeur des cadres, tellement les œuvres ne sont peu appréciées, voire pas appréciées à l'époque, et la valeur des cadres paraît plus importante que la valeur des tableaux peints qu'ils encadrent. Enfin, en 1871, l'armistice est signé, la guerre franco-prussienne est finie, et Durand-Ruel revient en France avec son épouse et va alors rencontrer les autres artistes de l'école impressionniste, tels que Degas, Sisley et plus tard Renoir. La connaissance et la rencontre avec Manet est fascinante. C'est un jour, Durand-Ruel découvre 2 tableaux de Manet dans l'atelier de l'artiste belge Alfred Stevens et va immédiatement les acheter et va aller toquer à la porte du studio de Manet dès le lendemain pour acheter tous les tableaux du studio de Manet. Il faut savoir qu'à l'époque, Manet n'a vendu quasiment aucun tableau, seulement 2 à son ami le critique d'art Théodore Duret et très peu à d'autres artistes à qui il a confié ses œuvres. Durand-Ruel est donc le premier acheteur de Manet. Il achète 23 tableaux, dont les plus connus comme le Christ aux anges, le philosophe, la femme au perroquet. Par la suite, il achètera l'enfant à l'épée. Tous ces chefs-d'œuvre sont aujourd'hui dans les plus beaux musées, notamment à New York, à Paris, à l'International, au musée d'Orsay, au Metropolitan Museum, et certains dans des musées en Russie. De la même manière, Durand-Ruel va acheter les tableaux de Puvis-de-Chavannes et défendre cet artiste, qu'il va d'ailleurs beaucoup exposer en Russie. Jusque-là, défenseur des artistes de l'école de Barbizon, Paul Durand-Ruel se passionne et se concentre sur les artistes qu'il vient tout juste de rencontrer, qui seront les futurs impressionnistes. Il va les exposer et agrandir sa clientèle par le biais des artistes de l'école de Barbizon. Paul Durand-Ruel rencontre progressivement d'autres clients russes, tels que le peintre Dimitri Botkin, à qui il vend un millet et un corot en 1872, et également par la suite son fils Pierre Botkin achètera un Renoir à Durand-Ruel. Parmi les clients qu'il rencontre également, il y a le peintre Bogolyubov, qui est le professeur de dessin de la grande duchesse Maria Fedorovna, mais surtout le conseiller principal du tsar, et il va accompagner le grand-duc héritier à la galerie Durand-Ruel à Paris pour que le tsar achète 6 œuvres, dont un Courbet et un Corot en 1872. C'est amusant de savoir que Bogolyubov a même proposé de faire nommer Paul Durand-Ruel à l'Académie, membre de l'Académie de Saint-Pétersbourg. Mais cela ne se fera pas, malheureusement. En 1873, le groupe impressionniste est au complet et Durand-Ruel le lance à la conquête de ses clients. Malheureusement, les clients sont peu prêts à accepter cette nouvelle peinture, trop vive, trop colorée, qui, d'une certaine manière, colorie la nature de couleurs très vives, du rose vif, du parme, du violet, du vert pur, du bleu émouvant. Et la clientèle qu'il a su convaincre par les œuvres des artistes de Barbizon n'accepte pas cette peinture. Et le simple fait d'associer les impressionnistes au nom de Durand-Ruel, du grand marchand qu'il est devenu, lui porte préjudice. Il se trouve dans une situation financière très critique et va être obligé d'abandonner financièrement les peintres impressionnistes en 1874. Et c'est alors qu'ils vont se regrouper et organiser leur première exposition dans l'atelier du photographe Nadar. Cette exposition est très mal accueillie et le journaliste Louis Leroy la critique et indirectement, sans le savoir, va donner le nom impressionniste aux artistes en précisant « il y a de l'impression dans cette peinture-là » d'une manière tout à fait ironique. 2 ans plus tard, Durand-Ruel va organiser la deuxième exposition impressionniste et cette fois, un critique d'art va comparer sa galerie à une maison de santé mentale et va écrire au sujet de l'exposition ces mots. Dans le Figaro. La rue Le Pelletier a du malheur. Après l'incendie de l'Opéra, voici un nouveau désastre qui s'abat sur le quartier. On vient d'ouvrir chez Durand-Ruel une exposition qu'on dit être de peinture. 5 ou 6 aliénés, dont une femme, un groupe de malheureux atteints de l'ambition de la folie,
s'y sont donné rendez-vous pour exposer leur œuvre. Faites donc comprendre à M. Pissarro que les arbres ne sont pas violets, que le ciel n'est pas d'un ton beurre frais et que dans aucun pays on ne voit les choses qu'il peint. Il est vrai qu'à cette époque, seule la peinture académique est reconnue et appréciée et les tableaux des impressionnistes choquent. Les affaires vont mal et Durand-Ruel continue à défendre ses artistes et à les exposer. En 1883, alors qu'il va organiser toute cette série d'expositions monographiques, il va également exposer à Londres, dans les galeries Dadswell & Dadswell, un grand nombre de tableaux qui vont alors avoir un succès tout à fait mitigé. La presse sera assez positive, mais aucun tableau, quasiment, ou très peu, seront vendus à cette occasion. Après Londres, Durand-Ruel va également exposer à Berlin, mais aussi dans d'autres pays et dans d'autres villes. C'est en Amérique, aux États-Unis en 1886, alors qu'il est invité à exposer et que l'American Art Association paye pour tous les frais de transport, de promotion et d'exposition, que Durand-Ruel organise une exposition de plus de 315 tableaux impressionnistes à New York. Et cette exposition est pour la première fois très bien accueillie, tant par les journalistes que par les collectionneurs ou les institutions qui font confiance à ce marchand qui a défendu et exposé les artistes de l'école de Barbizon. Ils se disent qu'il doit avoir raison et ils regardent d'un bon œil les tableaux de Manet, Monet, Morisot, Cassatt, Degas, Renoir, Pissarro et vont commencer petit à petit à acheter leurs œuvres. Et c'est ce succès américain qui a lieu en 1886 qui va par la suite convaincre les Européens de regarder de manière nouvelle et d'un œil plus bienveillant sur les tableaux des impressionnistes. Fort de ce succès, Durand-Ruel va exposer et ouvrir une galerie à New York en 1888. Cette année-là, 1888, l'année 1888 est aussi marquée pour Durand-Ruel qui va envoyer 3 tableaux à une exposition à Saint-Pétersbourg. Il va envoyer 3 tableaux, un Puvis de Chavannes et un John Louis Brown. Mais surtout, quelques années plus tard, en 1891, il va envoyer 15 tableaux à Moscou pour une exposition organisée par un artiste français, Georges de Dramart. Il va exposer alors des artistes de l'école de Barbizon, mais aussi John Louis Brown, Boudin, Lépine et quelques tableaux d'artistes plus jeunes. Le véritable début de ces expositions et de ces envois massifs commence en 1896 quand Durand-Ruel envoie 19 tableaux à l'exposition de la Croix-Rouge à Saint-Pétersbourg en octobre. Il figure des tableaux impressionnistes, des Puvis de Chavannes, dont L'Hiver, que vous avez vu précédemment, ainsi que des tableaux des plus jeunes artistes post-impressionnistes tels que Maxime Auffrat ou Henri Moret. Il est intéressant de noter que dans cette même année 1896, l'artiste Konstantin Kuznetsov, qui est à l'honneur aujourd'hui aux Galeries Tetriakov, va également voyager. Il va aller à Londres découvrir les tableaux de Turner dont il est admiratif. Il va également voyager en Italie et va s'installer petit à petit, en tout cas à Paris, où il va s'inscrire à l'atelier Cormon. Et c'est ainsi qu'on peut peut-être imaginer qu'il aura eu le temps de revenir au mois d'octobre en 1896 à Saint-Pétersbourg, voir l'exposition de la Croix-Rouge. Si ce n'est pas le cas, il aura d'autres occasions de découvrir les œuvres exposées par Durand-Ruel aussi bien en Russie qu'en France ou en Europe. Durand-Ruel continue à exposer des œuvres en Russie et il réitère l'expérience en 1898-99 en voyant 37 tableaux de Monet et Renoir, dont La Loge, la Terrasse et un portrait de Madame Joseph Durand-Ruel, qu'il envoie à la Société impériale d'encouragement des arts en Russie. La Russie souhaite exposer des œuvres impressionnistes et en tout cas européennes et françaises afin d'éventuellement influencer leurs artistes à s'inspirer de leurs œuvres. À nouveau, Durand-Ruel va envoyer son troisième fils, Georges Durand-Ruel en Russie avec des tableaux à Saint-Pétersbourg puis à Moscou. Et c'est l'artiste Botkin qui écrit à Madame Ostrohokov « Je n'ai pas besoin de te présenter le jeune Durand-Ruel que tu connais déjà. Je lui donne toutefois cette lettre afin qu'il puisse bénéficier plus librement de tes conseils lors de sa visite de Moscou. Il arrivera à Moscou de Saint-Pétersbourg où ils ont envoyé à l'exposition du Mir Iskoustva, le monde de l'art, de nombreux tableaux de grande valeur faisant partie de leur collection.
C'est ainsi que Durand-Ruel expose le tableau d'un des portraits de sa famille par Renoir. À son retour à Paris, en février 1899, Durand-Ruel écrit à M. Ostroukhov, le remerciant. Il dit « Je vous remercie de nouveau de votre amabilité pour moi pendant mon séjour à Moscou. J'espère avoir le plaisir de vous voir au printemps à Paris. » Ostroukhov lui achètera notamment 2 buvits de Chavannes et un tableau de Georges d'Espagna. Ses envois en Russie continuent de manière régulière jusqu'en 1912. C'est dans le courant des années 1890 que l'artiste Botkin va présenter ses cousins, les Tchoukine, à Durand-Ruel. Ainsi, Durand-Ruel va rencontrer les 3 fils et cette famille va acheter de nombreux tableaux, près de 50 tableaux impressionnistes et post-impressionnistes à Durand-Ruel. Les premiers achats de Serge Tchoukine commencent en 1898 et cette même année-là, il achète 9 Monet, 3 Degas, 1 Pissarro, 2 Renoir, 1 Sisley, 3 Forêt, 1 Daumier, 1 Yonkin, 1 Georges d'Espagna et 2 Henri Moret. C'est d'ailleurs à Serge Tchoukine que Durand-Ruel va acheter le très beau tableau de Monet, Rocher, Belle-Île-en-Mer, qui sera l'un des tableaux qui influencera énormément Konstantin Kuznetsov, qui sera influencé non seulement par les impressionnistes, mais également par les post-impressionnistes, dont Moret et Maufra, qui sont 2 artistes qui ont énormément peint en Bretagne et avec lesquels on peut tout à fait faire un rapport avec les œuvres de Kuznetsov. Tous aiment ce côté un peu sauvage que la Bretagne peut alors représenter en comparaison aux villes citadines de l'époque, et ces mers absolument magnifiques avaient des bleus de toutes les couleurs, profonds, clairs, foncés, verts, très forts. En 1900, Durand-Ruel invite Tchoukine à visiter les collections d'un grand collectionneur français, le comte de Camondo, qui est un client de la maison Durand-Ruel, comme d'ailleurs l'était son père Abraham de Camondo, qui était client du père de Paul Durand-Ruel. Ces échanges entre artistes, marchands, collectionneurs sont très riches et permettent une très belle création. De 1899 à 1903, Durand-Ruel va également conseiller et vendre des tableaux à la famille Morozov. L'aîné, l'industriel Michel Morozov, va acheter de nombreux tableaux, aussi bien classiques de l'école de Barbizon qu'impressionnistes. Et lors de leurs échanges, dans la correspondance entre Durand-Ruel et Morozov, on réalise à quel point Morozov est très aimable, courtois et a entièrement confiance en Durand-Ruel, qui lui-même a entièrement confiance au collectionneur à qui il fait des avances parce qu'il achète les tableaux en vente aux enchères ou éventuellement dans des salons pour le compte de ses clients russes. Ainsi, comme en témoigne une lettre, Morozov écrit à Durand-Ruel en juin 1899 « Je viens encore une fois vous remercier pour la grande confiance que vous m'avez témoignée. » Durand-Ruel lui vendra un tableau de Botkin et lui commandera un très beau marbre de Rodin intitulé « Ève », parmi de nombreux tableaux qu'il va lui vendre et œuvres d'art. À partir de 1901, c'est le frère cadet, Ivan Morozov, qui va prendre le relais et acheter des tableaux impressionnistes à Durand-Ruel. Il va en acheter une vingtaine, dont le très beau portrait de sa Marie par Renoir, qui est aujourd'hui au musée Pouchkine. Mais parmi toutes ces expositions que Durand-Ruel va organiser à l'étranger, la plus importante est celle de 1905 à Londres, où il va exposer plus de 350 tableaux impressionnistes de Monet, Degas, Renoir, Pissarro, Sisley, Boudin, parmi d'autres artistes. C'est une grande reconnaissance. À cette occasion, le déjeuner des canotiers de Renoir est présenté. Et enfin, le public anglais va commencer à s'intéresser sérieusement à ce travail et à acheter les œuvres impressionnistes de manière plus régulière. En Europe également, le succès vient. Comme vous le savez, Durand-Ruel va d'abord défendre les artistes de l'école de Barbizon, puis les impressionnistes, et par la suite les post-impressionnistes tels que Albert André, Gustave Loiseau, Henri Moret, Maxime Maufra, Georges d'Espagna, qui sont toute une série d'artistes qui vont également influencer Konstantin Kuznetsov, qui saura les apprécier et les découvrir dans les galeries Durand-Ruel. Pour la petite anecdote, Kuznetsov habitait à Paris à quelques numéros de Maufra, dans la même rue. Donc on peut imaginer que s'ils ne se sont pas rencontrés, ils se sont du moins croisés. Après avoir défendu les artistes toute sa vie et traversé 2 crises financières,
Durand-Ruel reconnaîtra, alors qu'il a 80 ans, que si j'étais mort, il écrit dans ses mémoires. Enfin, les maîtres impressionnistes triomphaient, comme avaient triomphé ceux de 1830. Ma folie avait été sagesse. Dire que si j'étais mort à 60 ans, je mourrais criblé de dettes et insolvable, parmi des trésors méconnus. Lors des années les plus fructueuses, entre 1891 et 1922, Durand-Ruel va acheter un peu plus de 11 000 tableaux, soit un tiers de la production impressionniste. Donc, dans la continuité de son père et dans la continuité, ses fils et petits-fils vont continuer à promouvoir et défendre les artistes impressionnistes et post-impressionnistes en organisant des expositions à Paris et à New York. La dernière exposition à Paris aura lieu en 1974, année durant laquelle la galerie va devenir archive de l'impressionnisme et va permettre aux étudiants, aux conservateurs et à la famille Durand-Ruel de présenter et d'exposer cette vie de marchand absolument fantastique et l'héritage extraordinaire que Paul Durand-Ruel a laissé à l'histoire de l'art. Je vais finir par une citation de Monet. Monet dira plus tard, en 1920, il se rappellera de Durand-Ruel en ces mots. Il dit « Sans Durand, nous serions morts, nous tous ces impressionnistes. Nous serions morts de faim, nous lui devons tout. La critique nous traitait dans la boue, mais lui, c'est bien pis, on écrivait « Ces gens sont fous, mais il y a plus fous qu'eux, c'est un marchand qui les achète. »